On va parler de la radionavigation, qui est le premier chapitre de ce module. On va définir la radionavigation et les méthodes utilisées pour faire de la radionavigation. Alors, commençons déjà par faire une petite définition concernant la radionavigation. Bon, ce qu'on va voir dans ce chapitre, c'est tout ce qui est en rapport avec les approches théoriques sur la propagation des ondes, les instruments utilisés dans la radionavigation, et les applications, bien sûr, à l'aéronautique et tout ce qui a en relation avec ces techniques en application sur l'aéronautique comme exemple. Alors, la radionavigation, c'est une technique qui cherche à utiliser des ondes radioélectriques. Elle a pour but de déterminer une position de n'importe quelle chose, essentiellement bien sûr des équipements mobiles ou bien des personnes ou bien des endroits. On aura déterminé la position d'un lieu, par exemple, ou bien d'une personne. Alors, les points obtenus sont indépendants des conditions de visibilité et à l'origine ce type de positionnement était utilisé par les navires parce que au départ, la radionavigation a été utilisée dans les navires pour localiser bien sûr les grands bateaux. Et maintenant, elle a évolué pour, euh, pour faire apparaître jusqu'à faire apparaître le GPS qui est actuellement très utilisé par les êtres humains pour naviguer ou pour aller d'un endroit vers un autre. Alors, si on va parler d'approche théorique sur la propagation des ondes, parce que la radionavigation va se baser sur une propagation d'ondes radioélectriques. On va avoir une propagation d'ondes et le reflet de ces ondes va nous donner bien sûr la position. Alors, celui qui va émettre ces ondes, c'est bien sûr, dans le cas du GPS, je suis sur un satellite qui va nous envoyer les ondes et le reflet de ces ondes ou le retour, le feedback de ces ondes va nous donner bien sûr la position et la localisation exacte d'un lieu ou bien d'une personne. Alors, l'utilisation d'ondes radioélectriques qui sont des ondes électromagnétiques dont la fréquence elle est supérieure à 3000 GHz. Alors, on va avoir une fréquence très élevée pour capter bien sûr les positions et cela est dû à la distance énorme entre le lieu, entre la Terre bien sûr et le satellite qu'on va le lancer. Parce que on va voir le satellite qui va envoyer ses ondes et on va voir une distance très grande entre le satellite qui se trouve bien sûr dans le ciel et puis la Terre. Et là, on va avoir plusieurs appellations. On va avoir la ultra haute fréquence et sa gamme de fréquences c'est entre 300 MHz et 3 GHz. Et cette application, on va l'appeler la GPS ou bien la DM. On va les voir par la suite, on va les définir par la suite. On a aussi la très haute fréquence et la gamme de fréquences, elle est entre 30 et 300 MHz. On est sur la VOR. Et on a aussi la basse et moyenne fréquence. On est entre 300 kHz et 3 MHz et on est sur la ADF. Et que ce soit l'une ou l'autre, on est sur une gamme de fréquences très importante. On est sur une gamme de fréquences aussi importante et la plus petite ici, c'est de l'ordre de 30 kHz. C'est énorme en matière de fréquence et ça explique déjà la vitesse à laquelle on va faire la propagation de ces ondes électromagnétiques. Alors, la vitesse, on va parler aussi de la vitesse. La vitesse, c'est comment on va propager ces ondes. Alors, ces ondes radio vont se propager dans un espace vide. Pourquoi l'espace vide? Parce que il n'y aura pas de conducteur, il n'y aura pas de fil. Je suis sur une liaison, bien sûr, sans fil.
Je suis sur une liaison de propagation d'ondes sur le meilleur conducteur des ondes, qui est l'air libre ou le vide, et ces ondes vont se propager en utilisant la vitesse de lumière, qui est la plus haute vitesse connue dans le monde. Alors, dans l'atmosphère, elle va subir quelques atténuations liées aux précipitations, et elle peut être réfléchie ou guidée par la partie haute de l'atmosphère appelée l'ionosphère. Alors, on peut subir quelques dégradations en matière de signaux, en matière d'ondes, pardon, et ces dégradations sont appelées des atténuations liées beaucoup plus aux précipitations et aux changements climatiques, parce qu'on est sur une gamme, on va traverser bien sûr l'atmosphère Terre. Alors, vous avez l'onde de sol qui est en basse et moyenne fréquence, et là on va utiliser la technologie ADF. La portée, elle est de 500 km. Et on a aussi une onde directe qui est la VHF, c'est Very High Frequency, très haute fréquence, et là je suis sur la VOR, et je vais avoir une portée optique qui peut être augmentée par onde du ciel à titre exceptionnel en fonction bien sûr de l'ionisation de la couche E de l'ionosphère, et là ça a une liaison avec la couche de l'atmosphère qui est l'ionosphère. Alors, vous avez ici un schéma récapitulatif qui va nous donner la façon de faire la propagation. Là, vous avez par exemple l'onde directe qui est en very high frequency. La portée de cette onde, c'est-à-dire qu'elle va parcourir une distance de 500 km. Alors, 500 km, c'est presque la distance entre Annaba et Alger. C'est presque c'est un trajet entre Annaba et Alger, et vous allez constater que je suis sur pardon, c'est plus. Vous la portez ici avec l'onde directe, c'est plus, mais l'onde du sol, par exemple, qui est une basse en moyenne fréquence, sa portée, c'est un trajet entre Annaba et Alger. Tandis que l'onde directe, elle peut bien sûr dépasser parce que je suis sur de very high frequency, je peux avoir des milliers de kilomètres de portée. Et là, on va avoir énormément d'avantages en matière de propagation des signaux et en matière de localisation des êtres humains et des déplacements. Alors, on va détailler chacune des technologies, et on va voir les instruments de la radionavigation. Commençons déjà par la VOR, qui est Very High Frequency Omnidirectional Range. C'est Very High Frequency, c'est très haute fréquence. Omnidirectional, c'est-à-dire qu'elle va avoir énormément de directions, et range, c'est le rang. Et on l'appelle couramment la VOR. Alors, la fréquence de cette technologie, de cette technique, c'est entre 108 jusqu'à 117 MHz avec une puissance de 200 watts et une précision de l'ordre de 5 degrés. Alors, la portée est dite optique parce qu'on va avoir un antenne qui va intercepter en vue de l'émetteur pour obtenir bien sûr le signal, et on aura la portée qui sera calculée par cette relation. Alors, les signaux utilisés, on aura soit le premier, c'est le signal référence ou composé d'une porteuse et d'un sous-porteuse qui est le signal de position. Et là, bien sûr, on va utiliser les techniques de traitement de signal et les techniques de propagation d'ondes électromagnétiques. Et notamment, on va utiliser, bien sûr, les types de modulation pour effectuer la propagation de ces ondes. Alors, elle peut évoluer de 0 jusqu'à 360, c'est-à-dire que je peux avoir un tour complet.
Le signal de référence, il est omnidirectionnel, c'est-à-dire qu'il peut prendre énormément de directions. Et le signal de position directionnelle va tourner avec une vitesse de rotation qui est égale à 30 tours par seconde. C'est énorme en matière de vitesse. Je vais tourner 30 fois par seconde pour faire le balayage de la position. Et là, on va constater qu'on est sur des vitesses gigantesques de propagation des signes. Alors, vous avez ici un exemple. Si nous étions au sud du VOR, donc à 180 degrés, si je suis avec le 180 degrés, je suis au sud, je suis ici. Alors, le signal de référence, il est de 30 Hz et le signal de position serait en opposition de phase. Alors, par conséquent, on aura un déphasage on aura par conséquence un déphasage de 180 degrés. Alors, tous les 30 secondes, une modulation de 1020 Hz se superpose au signal VOR et il s'agit du code Morse indicatif de la station. C'est en rapport avec les propagations liées au code Morse que vous connaissez certainement, qui est utilisé dans l'envoi des messages, surtout dans les océans et les mers. On va utiliser ce type de code qui va s'appuyer sur une propagation d'onde. Alors voici quelques exemples par rapport au déphasage et par rapport à la détermination de la position. Là, c'est une application par rapport à l'aéronautique. On est en train de positionner des avions. Et bien sûr, ça sera très performant pour ces avions parce que ça va éviter énormément les collisions entre ces avions en faisant les positions et en échangeant bien sûr les positions entre eux. On va éviter les collisions et chaque avion va avoir son propre trajet qui va être guidé par cette notion de radionavigation. Alors, vous allez certainement voir cette figure-là qui doit être toujours dans les cabines de pilotage des avions. Vous allez avoir cette roue ou cette horloge qui va vous indiquer la position. Et vous avez un exemple ici, chacune des lettres qui va indiquer comment je vais indiquer la position. Vous pouvez les lire par la suite. Et chaque indication va vous donner bien sûr la position exacte par rapport à l'avion qui va circuler dans l'air. Alors passons maintenant à l'ADF qui est Automatic Direction Finder. Et l'ADF, on l'a déjà évoqué dans la table. Je suis sur la basse et moyenne fréquence. Je suis dans le rang de 30 jusqu'à 3 MHz. Alors, l'ADF, c'est pour Automatic Direction Finder. Et ça veut dire que je vais je vais trouver une direction d'une façon automatique. Alors, celle-là, elle est très utilisée par Google Maps ou Google Earth pour définir surtout les trajets ou les itinéraires entre les villes. Si vous êtes sur une position, on va envoyer surtout sur votre téléphone un signal depuis le satellite pour déterminer votre position. Et une fois qu'on a déterminé votre position, on va vous demander où est-ce que vous allez aller, où est-ce que vous voulez aller. Alors, si je vais dire que je vais aller par exemple de Annaba, qui est ma position, vers Alger, alors cette technique va me donner bien sûr le chemin le plus optimal, bien sûr, ou tous les chemins possibles avec le chemin optimal. Et ça va me déterminer, bien sûr, la direction d'une façon automatique. Alors, on aura une puissance de 50 watts jusqu'à 5 kilowatts.
On aura un signal qui va suivre une courbure de la Terre, c'est-à-dire il va suivre la forme générale de la Terre. Alors, la portée va varier entre 50 et 300. Alors, on va avoir des précisions d'environ 10 degrés et notre signal est très sensible aux changements électrostatiques et inutilisable dans, bien sûr, les orages parce que les orages sont une source électrostatique. Lorsqu'il y a des orages, je ne peux pas utiliser cette technique-là parce que ça va influencer sur la sensibilité de détection. Et mon signal sera bien sûr perturbé. Alors, je vais avoir une forte déviation de l'onde au voisinage des côtes. Par exemple, lorsque je suis sur des montagnes ou bien sur des, euh, des, euh, des mers ou bien des océans, je vais avoir une déviation parce que ça va influencer sur la détermination. Et l'identification de la balise, elle est également très importante car notre signal va être soumis à une propagation ionosphérique et on va toujours avoir cette couche de l'atmosphère qui va agir sur toutes les technologies de radionavigation. Lorsque je vais avoir des perturbations, notre signal ou notre signal va être perturbé parce que les averses vont toujours causer des problèmes en matière de propagation d'ondes. Alors, je vais avoir ces technologies qui sont réellement instaurées au niveau des aérodromes. Si je vais faire des applications côté navigation ou des avions, je vais avoir ces applications qui vont être au niveau des aérodromes, qu'on les appelle les localisateurs. Et c'est celui qui va nous localiser. Alors, vous avez quelques notions concernant le gisement. Alors, contrairement bien sûr à la VOR, qui est par exemple, qui va faire du relèvement, alors l'ADF va faire ce qu'on appelle le gisement. Alors, le gisement, c'est quoi? C'est l'angle qui va être formé par l'axe longitudinal d'un aéronef avec la direction d'un point extérieur. Alors, je vais avoir un angle d'écart entre l'aéronef avec la direction d'un point bien précis qui est le point extérieur. Et ce gisement est mesuré bien sûr en degrés parce que le gisement, c'est comme si un écart entre la position normale, qui est la position de l'axe de l'aérodrome par exemple, si je suis sur une navigation avec des avions, c'est l'écartement entre l'aérodrome et la position, par exemple, de l'avion. Lorsque je suis avec un avion qui veut atterrir, par exemple, vous avez des significations par rapport à cette technique ADF. Elle va dire au pilote, tiens, tu es en train de descendre avec des degrés jusqu'à arriver, bien sûr, à 0 degré. Et ce gisement, il est mesuré de 0 jusqu'à 180 degrés. Alors, si je prends le cas de l'avion, si vous êtes avec, si je prends le cas de l'avion, qui est par exemple, ça c'est l'aérodrome, et vous avez l'avion qui est ici. Alors, lorsque l'avion elle est directement au ciel, c'est-à-dire l'aérodrome il est ici, on va voir un degré au gisement qui est de 180 degrés, qui est le degré maximum de ce gisement. Alors, lorsque l'avion va descendre sur l'aérodrome, je vais avoir un degré de 0. Et entre les deux, je vais avoir bien sûr un rang spécifique. Tout dépend de l'inclinaison de l'avion. L'avion va atterrir de cette façon et à chaque fois, cet angle-là sera déterminé et l'angle sera communiqué bien sûr, déterminé par le pilote. Vous avez des équipements dans l'avion qui vont déterminer ça.
Une fois qu'on a déterminé, on va réduire la vitesse en fonction de cet angle-là afin d'atteindre le sol avec moins de dégâts. Parce que cette direction ou ce gisement va nous signaler bien sûr la façon de faire l'atterrissage d'un avion par exemple. Et là, je suis avec un paramètre très important qui peut coûter des vies. Si on va rater bien sûr l'atterrissage, on va avoir des catastrophes. Et là, on doit toujours calculer ou avoir ce paramètre qui sera calculé pour celui qui va faire l'atterrissage, sinon on risque d'avoir des dégâts. Là, voici l'exemple qui va vous calculer bien sûr l'atterrissage avec les aiguilles. Et l'aiguille va vous calculer le degré par rapport à l'atterrissage. Et une fois qu'on a ce degré-là, on va certainement ajuster la vitesse de l'avion avoir bien sûr pour avoir bien sûr les paramètres de vitesse. Alors, il faut faire attention toujours du vent, parce que le vent peut faire des ravages en matière de, euh, si on va négliger bien sûr le vent, on va avoir énormément de déviations. Et vous avez un exemple ici, c'est le vent va être de ce côté-là. On va avoir énormément de décalage par rapport au sens de déplacement de l'avion. Et là, on prendre en considération des conditions météorologiques à chaque fois qu'on évolue avec cette technique. Alors, on va terminer avec cette technique qui est la DME. C'est Distance Measuring Equipment. C'est un équipement de mesure de la distance entre l'avion. Si je prends par exemple l'exemple de l'avion, c'est entre l'avion bien sûr et le sol. Et cette technique, elle est très utilisée bien sûr dans l'aéronautique et on va avoir bien sûr un signal avec une fréquence UHF et on aura une fréquence de 960 jusqu'à 1215 MHz et on va fonctionner en impulsion avec une bande de fréquence qui sera divisée en 126 canaux de transmission, d'émission et de réception. Alors, c'est très important pour calculer la distance. Et là, je vais avoir quoi? Je vais avoir un équipement au sol qui s'appelle le DME. Et ce DME, qu'est-ce qu'il va me faire? Il va me calculer, bien sûr, la distance entre l'avion qui est en train de demander un atterrissage et la distance sera calculée pour une précision, bien sûr, avec une précision de plus ou moins quelque chose. Et on va utiliser, bien sûr, une émission en matière d'onde et on aura des réceptions sous cette forme-là avec plus ou moins quelque chose. Et on aura, bien sûr, à estimer la distance en fonction, bien sûr, du temps d'émission entre le DME et la vie. Alors, l'estimation ici va se faire par temps d'envoi, c'est-à-dire si je vais calculer le temps, avec la vitesse de la lumière, je peux déterminer bien sûr la distance qu'il y a entre l'avion et le sol parce que le DME va m'envoyer le temps mesuré et si je vais avoir ce temps, je vais calculer bien sûr la distance parce que je connais la vitesse et la vitesse ici c'est la vitesse de la lumière et on va déterminer la distance entre l'avion et le sol. Voici des exemples concrets et aussi ici des exemples concrets entre plusieurs avions qui vont nous mesurer les distances. Alors, parlons à présent du GPS, qui est la technique la plus utilisée actuellement par les êtres humains, surtout dans les automobiles. Et GPS, c'est pour Global Positioning System. C'est un système avec cet historique. Vous avez en 1960 un projet de l'armée américaine
Et vous avez en 1978, un premier satellite GPS a été envoyé dans l'espace. Et en 1983, vous avez le président des États-Unis, Reagan, qui va annoncer que la technologie GPS sera disponible gratuitement aux civils suite à la mort des passagers d'un vol qui s'appelle 007 du Korean Airlines qui a été abattu par l'ex-URSS. Alors, la composition du GPS, il va fonctionner comment? Le GPS va guider un point, bien sûr pas satellite. Et là, on va avoir des relations, bien sûr, entre le satellite et ce point. Et le satellite ou les composants du GPS, c'est le segment spatial ou le segment de contrôle et aussi le segment utilisateur. Un segment par rapport au satellite, un segment qui par rapport au contrôle et un segment par rapport à l'utilisateur. Alors, son principe de fonctionnement, on va mesurer une distance entre le satellite et le point qu'on veut avoir ou qu'on veut localiser. Alors, le satellite sera constitué d'un émetteur, un récepteur et aussi 4 horloges atomiques. Pourquoi atomiques? Parce que je suis sur un satellite qui va naviguer dans l'espace. Certainement, j'ai besoin de ces coordonnées qui seront des coordonnées liées à l'espace. Alors, le signal, il va avoir deux fréquences. Une première qui est de presque 1600 MHz et l'autre c'est presque 1230 MHz et je vais émettre en ultra high frequency. Ultra high frequency, c'est ultra augmenté ou bien en ultra fréquence, c'est très haut en matière de fréquence et on va avoir un contenu du message sous la forme suivante. Je vais avoir l'heure d'émission de la trame. Alors, l'heure d'émission de la trame va nous constituer le point le plus important en matière d'émission du satellite. C'est l'heure d'émission de la trame qui est l'heure d'envoi de la trame depuis le satellite vers la position terrestre. Alors, il y a d'autres paramètres qu'on va les détailler bien sûr dans le chapitre 2. On va parler en détail du GPS. On est juste en train de donner le principe de base parce que au chapitre 2, on va parler du GPS et les alternatives de ce GPS. Et on va parler de ces paramètres lorsque on va aborder le deuxième chapitre. Alors, grosso modo, vous avez toujours une position par rapport à une émission depuis le satellite vers l'objet que je veux localiser. Et bien sûr, on aura bien sûr une propagation toujours d'ondes électromagnétiques avec une fréquence ultra augmentée, une fréquence très élevée qui va nous communiquer bien sûr la distance et la position exacte de l'équipement que je veux localiser. Alors, comment on va être précis avec ce satellite? On va certainement utiliser les coordonnées polaires. Je vais utiliser énormément de coordonnées afin d'être très précis. Et on aura à mesurer, bien sûr, quatre mesures. Une pseudo-distance, qui est le lieu de position, avec deux pseudo-distances en cercle, et aussi en 3, je vais avoir la troisième pseudo-distance, c'est les points X et Y. C'est-à-dire, je vais avoir X et Y, le cercle et le lieu de positionnement avec une quatrième mesure qui va me permettre d'obtenir une précision exacte de la position selon l'équation de la position suivante. Vous avez cette équation
à respecter. Là, vous avez des exemples de calcul. Comment je peux avoir la position terrestre depuis le satellite. Et vous avez ici les mesures et aussi les erreurs associées. Alors, ça c'est une alternative, on va la voir par la suite. On va terminer avec des applications par rapport à l'aéronautique. Ces techniques qu'on a vues, le VOR, le VOR et le GPS et autres, sont appliquées bien sûr en navigation avec l'aéronautique. Vous allez avoir une chose comme ça, avec énormément de positions, et le pilote va certainement naviguer en utilisant des axes et en utilisant ces techniques qui vont lui calculer la distance par rapport au sol, la façon de faire l'atterrissage, la façon de faire les déviations, comment calculer une position par rapport aux autres avions. Et là, vous allez avoir énormément d'applications. Et là, vous avez des exemples concrets en matière de cartes et de localisation avec une aide bien précise qui va mesurer à chaque fois les degrés d'inclinaison en utilisant la VOR, la distance, comment me recaler, comment changer de position, comment avoir à calculer la position d'un autre avion. Tout ça, il est utilisé et vous avez ici des explications par rapport à tout ce qu'on a vu en matière de VOR, ADF et aussi au GPS qui sont instaurés bien sûr au niveau des avions. Alors en conclusion, on va utiliser ces techniques de radionavigation ou ces moyens de radionavigation pour faciliter la localisation d'objets et aussi pour bien naviguer et arriver d'une position ou d'arriver d'une position à une autre avec une efficacité et une précision en matière de position. Alors, ainsi se termine ce chapitre. Le chapitre suivant sera destiné aux alternatives du GPS.